Bonsoir, bienvenue au webinaire du Conseil national de l'Ordre des architectes sur l'apport de l'intelligence artificielle pour les architectes et l'architecture. Oui, c'est une révolution. Rien n'était prévu comme ça, tout va vite, les idées reçues explosent. La planche à dessin est devenue un objet cool et iconique. Je me souviens d'un passé proche où je rêvais d'être debout sur un tapis roulant, lunettes 3D et gants tactiles à sculpter comme un démiurge les volumes issus du néant. Eh bien non. L'avenir proche, le présent à venir, l'avenir déjà présent, on ne sait plus trop, a donné son verdict. L'architecture sera prompte, elle sera verbe. Je dicterai simplement l'étendue de mon talent. Comment trouver son chemin quand la boussole s'affole? Comment savoir si nous sommes dans le bon train, le bon wagon, la bonne gare? Comment positionner sa pratique, ses prospectives métiers? Comment être prudent et saisir les contours de la loi? Comment protéger son travail et en définir le contour? Retour de terrain, bonne pratique, droit d'auteur, déontologie, philosophie. Faisons un point d'étape. Pour une activité libérale, Steven Gigoz, architecte à l'atelier Miwa, formateur en intelligence artificielle et expert en maison passive, nous fera part de son expérience et de sa pratique métier. Pour les limites et le contexte juridique, maître Amélie Blandin, avocate au barreau de Paris, experte en droit de l'architecture, en droit d'auteur, en BIM et enseignante à l'ENSA Belleville à l'école des Ponts, en BIM. Voilà. Ensuite, pour une pratique plus collective, nous aurons Jean-Pierre Lévesque, architecte associé chez Brenac et Gonzalez Associés, qui est également vice-président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Puis, pour une pratique plus déontologique et une pointe de philosophie, nous avons notre cher conseiller national Olivier Selnick, qui portera ces sujets. Steven, la parole est à toi. Merci. Je vais rentrer assez rapidement dans le sujet avec 3 exemples d'utilisation que je peux avoir dans ma pratique et aussi que je montre lors des formations. Je vous ai fait pour ça des petites vidéos. Donc, le premier exemple est un exemple sur du texte, donc type ChatGPT et équivalent. Là, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Mistral.ai, qui a l'avantage d'être français et le seul acteur européen sur tous ces modèles de chatbot d'intelligence artificielle. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir manipuler du texte. Donc, j'ai fait un dossier concours dans lequel je vais mettre un programme d'appel à projet. L'idée, c'est que dans ce dossier, j'ai toute l'historique de ce qui va se passer sur ce projet. Donc, en fait, je l'alimente avec l'ensemble des documents. On travaille sur quantité de documents dans nos agences. Et je vais lui demander simplement ici de faire une synthèse, un résumé de cet appel à projet. C'est une des premières utilisations assez simples, c'est de demander des résumés, des synthèses par rapport à des documents. Donc là, c'est un programme de concours. L'idée, c'est d'être assez précis dans ce qu'on lui demande. Donc là, je lui ai dit une taille de résumé et les points qui sont pour moi importants. Donc là, il va aller chercher dans les documents que je lui donne pour me faire une synthèse assez simple. Et moi, ça me permet d'un coup d'œil de savoir si je participe ou pas à ce concours. Et donc ça, je peux bien sûr le personnaliser. Donc ça, c'est une première grande fonction qui peut permettre de gagner du temps. Le deuxième exemple, c'est lui demander de faire des recherches. Donc là, ces outils vont se mettre entre moi et mes recherches Internet. Donc, je ne lui demande pas d'inventer des choses, mais plutôt d'aller pour moi sur une vingtaine de sites Internet et de me faire un résumé. L'intérêt de ça, c'est que chaque fois qu'il m'interroge, qu'il me montre des sources, je peux derrière aller vérifier les informations sur les sites en question. Donc on voit, il me fait tout un résumé et je vois à la fin l'ensemble des sources sur lesquelles il est allé chercher. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours remonter aux sources, que ce soit via des documents ou via des sites Internet.
la dernier exemple rapide, c'est la capacité à générer du texte. Donc là, de manière assez simple, je vais lui demander, donc je vais revenir sur le dossier concours, et je vais simplement lui demander de me préparer un mail à destination d'un bureau d'études pour savoir s'il veut partir avec moi sur ce concours. Donc il va chercher les infos sur le PDF que je lui ai donné et retranscrire ça sous forme de mail que moi je peux bien sûr que je dois relire et après modifier comme j'entends et puis l'envoyer. Donc, voilà, 3 exemples assez simples qui permettent de synthétiser, résumer, chercher des informations bien sûr avec des sources et puis mettre en page. Là, la petite subtilité, c'est qu'on peut lui demander de créer un document. Donc, la barre de conversation se met à droite. Et donc là, il m'a édité un document avec mon mail. L'intérêt de ça, c'est que je peux aller directement modifier des choses, comme un traitement de texte. Et je peux aller modifier une seule partie. Par exemple, là, je lui demande de reformuler cette phrase de manière un peu plus courtoise. Donc uniquement sur cette partie-là, je peux lui demander des choses. Donc là, je vais lui demander de changer uniquement ce paragraphe-là de mon mail. Et si c'est un bureau d'études que je connais un peu moins, de le reformuler de manière un peu plus courtoise. Et donc, il va me faire une proposition de cette phrase-là, voilà, en changeant le texte. Donc on voit, il me fait une proposition, et si moi je lui donne mon accord, donc il me demande si je veux mettre à jour le document, donc je dis simplement OK, et donc il va régénérer le document juste avec cette partie de texte qui est modifiée. Donc, voilà très rapidement quelques exemples sur la partie outils d'intelligence artificielle de texte. Et ensuite, donc toujours relire ce que proposent ces outils. Et après, je peux ensuite l'exporter en PDF ou le copier-coller. Je passe maintenant à un exemple sur des images. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait moi en esquisse. Ce qui me dérange, c'est que je trouve le rendu un peu brut, peut-être un peu austère. Et sur les premières phases de projet, j'ai pas envie que mon client s'arrête à une couleur d'enduit ou à des éléments précis de cette image-là. Je voudrais au contraire qu'il essaye qu'on parle de volume et de projet. Donc en fait, je prends l'image donc qui sort des logiciels traditionnels qu'utilisent les architectes, et je vais me servir de l'IA pour transformer cette image-là sur un type de rendu que je voudrais un peu plus esquisse. Donc là, j'utilise Midjourney, qui est un des plus connus concernant les images. Donc j'importe mon image grâce à un prompt, donc une description de l'image et puis un style de référence. Donc voilà, je peux lui demander de faire un style un peu plus croquis. Et donc l'intérêt de ces outils-là, c'est que ça génère des images, et après c'est moi et mon œil d'architecte qui va décider. Par exemple, là c'est un peu raté, il m'a mis des cotations dans tous les sens. Et là, j'ai fait plusieurs tests avec plus ou moins de texture sur une esquisse. Donc on voit qu'ils gardent la géométrie. Faire quand même attention parce qu'ils ont tendance des fois à modifier quelques parties du projet. Voilà. Et donc là, moi, ce type de rendu me convient mieux pour une première phase, parce que là, on parle volume général et on s'arrête un peu moins sur les détails de texture ou des choses comme ça. Une fois que j'ai fait ça, l'intérêt, c'est de pouvoir changer de point de vue et puis faire ça sur le même projet avec un point de vue un peu différent. Donc là, je recalcule des images avec un style de rendu un petit peu esquisse. Et du coup, je peux faire ça sur un dossier complet avec des images un petit peu plus noir et blanc croquis.
Une fois que j'ai fait ça, je peux aller exporter les images en meilleure définition pour après soit les modifier, soit les mettre dans mon dossier. Et enfin, une fois que j'ai ces 2 images-là, je peux assez facilement créer une petite vidéo avec une image de début, une image de fin. Et en fait, l'outil va me faire 5 secondes de vidéo et en fait va créer la transition entre mes 2 points de vue avec une petite vidéo de 5 secondes. Alors on voit sur la vidéo que tout n'est pas parfait, mais c'est un peu pour montrer un petit peu où on en est aujourd'hui sur ces outils-là. Et ça de manière très simple. Je vais finir avec un dernier exemple. Donc là, j'utilise le dernier modèle d'image de Google qui s'appelle Nano Banana et qui, lui, va agir un petit peu comme un Photoshop, donc vraiment pour de la retouche d'image, où je vais lui donner une photo. Donc pour le coup, c'est une photo d'un projet qui a été livré. Les clients n'ont pas encore emménagé, donc c'est une photo un peu vide. Et je vais lui demander de rajouter des éléments sur cette photo. Donc voilà, pour l'instant, c'est en accès gratuit, donc je vous invite à aller le tester. Donc on envoie la photo, et puis en français, de manière très simple, on lui demande ce qu'on veut modifier sur cette photo. Donc là, moi, je vais lui mettre que je veux embellir l'image et que je veux rajouter un salon de jardin sur la terrasse qui est un peu vide. Je lui demande bien de respecter, de ne pas modifier la photo que j'ai prise. Et donc, en quelques secondes, sur la photo de la terrasse un peu vide, on va voir qu'il va aménager la terrasse. Donc, il a changé un petit peu les contrastes, il a rendu l'image plus chaleureuse. Et il a parfaitement intégré le mobilier sur la terrasse en prenant en compte l'échelle, les ombres. Il n'a rien mis devant la baie vitrée, il a même fait les reflets sur la baie vitrée. Donc après, moi, je peux télécharger cette image ou je peux continuer de discuter avec lui si je veux changer les pots de fleurs ou changer la couleur des coussins. Voilà un petit peu pour les 3 exemples très concrets, très rapides. Merci beaucoup, Steven. On voit à travers tes exemples que l'intelligence artificielle fait déjà partie du quotidien de notre pratique métier, qu'on peut simplifier des tâches, embellir des tâches. Il y a un potentiel très fort, très actuel, mais ça suscite tout un tas de questions juridiques et techniques sur la propriété des images, sur qui fait quoi, comment. Alors Amélie, si tu peux nous définir ces contours et nous prémunir des erreurs, les bonnes pratiques. Merci. Alors oui, comme on vient de le voir, l'IA offre 2 nouvelles opportunités sur le processus de travail, sur le processus de création, mais elle ouvre aussi un certain nombre de questionnements, voire d'incertitudes, et que la profession doit anticiper. Donc, avant de voir quels sont les enjeux juridiques, il faut s'interroger sur aujourd'hui quel est le cadre juridique, c'est-à-dire quel est le cadre réglementaire qui existe. Donc, sans surprise, ce cadre réglementaire, il est en développement. Hein. C'est principalement un règlement européen de 2024. Alors, sans rentrer dans le détail de ce règlement, mais juste dire qu'il développe une approche donc, qui est fondée sur les risques associés aux différents usages avec 4 niveaux d'IA, des IA à risque faible, moyen, fort et des IA inacceptables. Alors, ce sont des risques sur les droits fondamentaux des citoyens. Donc, de ce point de vue-là, on en est assez loin, mais dans tous les cas, l'AI Act impose une obligation de transparence. Donc ça, c'est déjà à retenir. Sur la réglementation franco-française, on a un arsenal juridique qui va pouvoir répondre à un certain nombre de questions, mais il y a des choses qui n'ont pas de réponse dans la loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce contexte, comment
sécuriser sa pratique de l'IA, il y a un certain nombre de points de vigilance en architecture, et je veux attirer votre attention sur 3 points de vigilance en particulier. En matière de droit d'auteur, tout d'abord, il faut savoir qu'une création qui est entièrement générée par une IA ne donnera pas prise au droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que selon la conception française du droit d'auteur, seules les œuvres de l'esprit original peuvent être protégées par le droit d'auteur. Donc on n'a pas justement cet esprit, donc c'est uniquement l'auteur est forcément une personne humaine. Donc voilà. Pas de droit d'auteur pour les conceptions entièrement par IA. Alors se pose la question de... outre la question éthique de faire un projet architectural uniquement par l'IA, et je pense qu'Olivier en parlera peut-être, se pose aussi la question de quid d'une œuvre générée par l'IA, mais qu'un architecte va retravailler. Donc, a priori, c'est possible si l'architecte intervient et confère une originalité à cette œuvre créée à cette création de l'IA, on pourrait, selon, encore une fois, les règles qui existent aujourd'hui, avoir un droit d'auteur qui s'applique, mais on n'a pas de statut sur ces œuvres un peu hybrides, mi-IA, mi-créées par un architecte. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'une œuvre qui ne soit pas protégée, on puisse librement la dupliquer, la reprendre. Donc voilà, il y a véritablement un risque de ce point de vue-là. Le deuxième risque en matière de droit d'auteur, c'est le risque de contrefaçon, puisque les IA génératives vont aller piocher des quantités de données, et notamment du texte, des images, et qui peuvent, ces données, être protégées par la propriété intellectuelle. Donc le risque, c'est qu'on se retrouve avec un résultat qui emprunte à des œuvres protégées et qu'on soit confronté à une revendication d'un auteur. Donc une revendication en contrefaçon, et je rappelle que la contrefaçon, c'est un délit pénal. Le deuxième point de vigilance à avoir, c'est en matière de responsabilité. Comment on gère les erreurs qui sont générées par l'IA. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un outil. Donc l'architecte qui utilise l'IA reste 100% responsable du contenu de ses livrables, de ce qu'il va faire. Donc on voit bien qu'il y a une intervention humaine et un contrôle humain qui est indispensable sur les contenus qui sont générés par l'IA. Enfin, en matière de protection des données et des données personnelles, je rappelle qu'il y a aussi une réglementation du RGPD qu'on connaît tous. Et donc, il faudra faire attention quand on livre des données à l'IA, de ne pas donner des données personnelles. Donc les précautions à adopter dans ce contexte, c'est une transparence, un contrôle humain et en interne, prévoir peut-être des bonnes pratiques au sein des agences afin que tous les salariés, tous les collaborateurs sachent comment se forment déjà et puis sachent comment on utilise l'IA au sein de l'agence. Le deuxième point d'enjeu juridique, c'est quand on se place, alors pas du point de vue de l'utilisateur, mais du créateur, comment on protège ces créations des IA génératives, puisqu'on a vu que l'IA va venir fouiller et prendre ces images. Donc là, on est plus serein, si j'ose dire, puisqu'on a quand même des outils qui existent, puisqu'on a la possibilité, ça c'est reconnu par le Code de la propriété intellectuelle, la possibilité de s'opposer à la fouille de ces données sur les sites Internet. Donc ça, techniquement, il faut que ce soit lisible par le robot de l'IA qu'on s'oppose. Bon, c'est assez facilement mis en place. Et puis, il y a une deuxième sorte d'outil qui existe, c'est tous les outils qui vont
venir perturber le fonctionnement des IA, le fonctionnement des robots et la récupération des images, soit en brouillant les images, soit en transformant les images, alors de manière imperceptible sur les sites Internet, mais qui vont permettre de ne pas perturber l'utilisation de ces images par l'IA. Alors sur tout ça, il y a eu un guide, je vous renvoie à un guide qui a été publié par l'ADAGP, la Société de gestion des droits d'auteur, qui est très bien fait et qui est librement téléchargeable sur leur site. Donc en conclusion, un outil à utiliser, avec précaution, mais il ne faut pas s'empêcher de l'utiliser en étant formé et puis l'utiliser de manière responsable et éthique. Merci Amélie. Donc on sera d'accord. L'IA, même s'il y a un côté innovant, ludique, satisfaisant, ce n'est pas un jeu. Il faut être formé, il faut savoir de quoi on parle, il faut agir en tant que professionnel. Alors on a vu préalablement comment on pouvait utiliser l'IA dans le quotidien d'une agence au niveau libéral, mais l'IA peut avoir d'autres types de fonctionnement, y compris lorsqu'on doit gérer, manager un groupe ou gérer un projet à plusieurs personnes. Alors, Jean-Pierre, que peux-tu nous dire sur une pratique de l'IA dans une structure un petit peu plus grande ? Alors, nous sommes une cinquantaine au sein de l'agence. Et pour le coup, nous avons toujours développé une forme de curiosité à toutes les technologies lorsqu'elles sont apparues. Donc, nous avons adopté un outil BIM très très tôt et que nous développons depuis maintenant plus de 30 ans. Et sur ces enjeux d'IA, on les aborde avec avant tout de la curiosité et puis une forme d'apaisement. Voilà, je crois qu'il ne faut pas faire dire à cette technologie dont on pourrait dire qu'elle est mal née en définitive, parce que intelligence artificielle, c'est un terme qui a été inventé dans les années 50 aux États-Unis et par Intelligency, on parlait de data, de données, mais ça n'était ni plus ni moins qu'une technologie qui permettait d'agglomérer et de traiter de grandes quantités de données. Mais de là à appeler ça, la traduction a été mal faite, voilà, c'est intelligence. Il y a beaucoup d'intelligence en amont pour arriver à générer les algorithmes, etc. Dans l'usage de cette technologie, je trouve que c'est un peu galvaudé, cette idée d'intelligence. Alors nous, au sein de l'agence, ce qui nous a paru important, c'est que la connaissance soit partagée. Parce qu'il nous est important que chaque collaborateur, plutôt que d'aller se servir d'une IA tout seul dans son coin, et puis en revenant avec sa copie, en disant « Ah, c'est vachement bien ce que j'ai fait », non, que l'on prenne la chose à bras-le-corps tous ensemble, de façon à développer des connaissances, les partager et les uniformiser dans les usages. Donc, ça passe déjà par beaucoup de confiance envers les uns et les autres au sein de l'agence. Donc la question du groupe est importante, c'est évident. Et puis ça sous-entend également de mettre en place des moments de partage autour de ces technologies dans le cadre de formation collective, donc ce que l'on a déjà fait en interne sur des logiciels comme Midjourney ou ChatGPT, voilà. Et ce que l'on observe, c'est que, en définitive, ça permet de déminer un petit peu soit des pratiques abusives, soit des pratiques erronées. Et je pense que ces outils peuvent servir de tiers intéressants dans la discussion. Et en fait, on ne se sert pas de ces outils du tout pour générer des bâtiments, non, absolument pas. On s'en sert parfois pour générer des moodboards lorsqu'il s'agit de réfléchir à brûle pour point sur les directions que l'on pourrait prendre. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des moodboards. Donc on est sur Pinterest, aller chercher telle ou telle illustration de ce que pourrait être le projet.
Mais on peut aussi imaginer que plutôt que de passer du temps sur Pinterest à aller scroller jusqu'à trouver la bonne image, eh bien voilà, on demande à l'IA de nous générer une image qui correspond exactement à ce que l'on cherche. Et donc, elle va nous générer des images d'ambiance, d'architecture qui n'existent pas, mais qui vont correspondre à ce que l'on cherche. Pour autant, on ne prend pas tout cela pour argent comptant, c'est des orientations de projet. Et à aucun moment, il ne nous serait venu à l'idée, par exemple, de demander à partir d'une même volumétrie différentes images architecturales du projet. Pour nous, c'est une aberration totale. Les choses ne peuvent pas se passer dans ce cadre-là. C'est un dialogue avec l'outil dans le cadre duquel on lui donne des informations sur ce que l'on attend. Et puis lui nous renvoie des images et sur lesquelles on réagit et qui vont nourrir notre réflexion architecturale, mais en aucun cas l'induire directement. Voilà. Et moi, c'est ce qui me paraît être intéressant, c'est le fait de prendre l'outil pour ce qu'il est, c'est-à-dire avoir une grande capacité à agglomérer le bain d'images dans lequel nous sommes, le bain de connaissances dans lequel nous sommes, et puis voilà, de venir sur une question précise, faire des propositions qui vont renvoyer chez l'architecte qui va dialoguer avec la machine d'autres propositions. Et c'est dans un jeu de ping-pong de cette manière-là que l'on peut avancer dans le projet. C'est un petit peu voilà, comme avec ChatGPT, où on voit bien que la construction d'un texte, elle ne peut pas se faire voilà, par la simple donnée humaine à la machine qui va retranscrire quelque chose d'exact. Les choses se font dans un aller-retour, se construisent dans un aller-retour, et dans tous les cas de figure, c'est l'humain qui a le dernier mot et qui s'empare de la chose pour la transformer et pour produire le texte, le projet de la même manière. Donc je pense que c'est des outils qui sont là. Il faut s'en emparer pour les tester et voir quelles sont également leurs limites. C'est important. Parce que de toute façon, la question ne se pose pas de savoir, à mon sens, est-ce que l'on doit s'y confronter ou pas. C'est là, ça fait partie d'ores et déjà de notre univers. Et ça me renvoie à une discussion que nous avions organisée à l'Ordre des architectes avec Cynthia Fleury sur cette question de l'usage des IA. Donc Cynthia Fleury est très engagée sur le soin, voilà. Elle travaille sur des projets avec la PHP, les hôpitaux de Paris, et elle nous expliquait que, oui, l'IA, ça lui permettait d'aller plus vite sur des sujets dans l'agglomération de données, et que ça ne l'empêchait pas d'être à l'origine et d'être sujet acteur dans l'usage qu'elle avait de la machine, et que dans les combats qu'elle menait, en face d'elle, elle avait aussi des personnes qui utilisaient ces mêmes outils, et si elle-même ne les utilisait pas, elle se trouverait dans un déficit technologique évident. Voilà. Donc la question ne se pose pas d'y aller ou pas, c'est y aller avec intelligence, et avec l'intelligence des sujets que nous sommes. Voilà. Et cette intelligence, quand elle est collective, c'est encore mieux, parce que à plusieurs, en général, on est meilleur. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour ce rappel philosophique de ce que le dialogue amène à la conscience. Justement, Olivier, toi qui es si bienveillant depuis toujours, que peut-on dire de la déontologie, de la formation, des questions philosophiques que tout ça soulève ? Comment doit-on se positionner ? Frédéric, je vais déjà dire que ce que je vais pouvoir énoncer, ce qu'on voit ici, les quelques points sont énoncés au nom de notre groupe de travail IA que nous avons ici au Conseil national. J'ai toujours connu et fréquenté des groupes de travail sur le numérique bien avant d'être moi-même élu à l'ordre. C'était un peu toujours les mêmes personnes, on n'avait pas l'impression que ça intéressait beaucoup de monde autour de nous, soit que ce n'était pas un sujet, soit que les gens utilisaient les outils en disant qu'il n'y a pas lieu d'y réfléchir plus que ça.
Et là, depuis quelques années, on a bien vu que tous nos confrères, que ce soit à l'ordre ou sur le terrain, nous parlent d'IA, l'utilisent, se posent des questions, le voient, le craignent, l'espèrent, et qu'il y avait lieu d'y réfléchir, de faire quelque chose. Et on s'est posé la question de se dire, on est convaincu qu'il y a quelque chose à faire et à dire. Sur quel domaine est-ce que nous, ordre, on est légitime et pertinent à énoncer des réflexions, des positions, peut-être des postures? Assez vite est apparu cet aspect de déontologie. De dire, une des choses qui nous fonde, c'est le code de déontologie. J'en parlerai dans un instant. Je vais citer les membres de ce groupe de travail, essentiellement Bruno Rennes, élu qui est le plus pointu d'entre nous, qui nous alimente régulièrement de ses tests et réflexions. Marie Stenkils, qui nous a rejoint il y a peu, et puis Stéphane Luttard, qui est aussi un des compagnons de route du numérique ici, parmi les salariés de l'ordre. On le voit aussi sur le terrain. Tu évoquais, Jean-Pierre, les actions du Conseil régional d'Île-de-France. On a vu dans beaucoup de conseils régionaux des actions de formation autour de l'IA. J'avais pu assister avant l'été à la journée annuelle que l'Ordre des architectes des Pays de Loire organise avec l'Ordre des avocats. Et cette année, le thème, comme par hasard, c'était avocats, architectes et IA. Et on avait pu se rendre compte que le point saillant pour les avocats était la confidentialité. Ça rejoint un peu ce que disait Amélie, mais exacerbé dans leur cas, encore plus que pour nous architectes, semble-t-il. Nous, on évoquait des questions de droit d'auteur, et ces réflexions étaient très proches les uns des autres. On a pu aussi discuter avec d'autres acteurs. Nous avions la chance, lors de la convention de l'ordre à Lille, avant l'été, de discuter sur une table ronde avec le président de la SACEM, de voir comment ces auteurs, artistes réagissent sur l'IA. On voit les plateformes de streaming qui génèrent des fausses musiques et qui engrangent des abonnements avec de l'IA. Comment contrer ça? Et ça peut être un espoir de se dire que ce sont des personnes qui peuvent nous servir de modèles, qui sont taillés pour tenir tête à des gens comme Google ou d'autres et à marquer le territoire et à empêcher que leurs travaux, leurs œuvres ne soient dénaturées. Et puis, peut-être avant de passer réellement à l'aspect déontologie, faire un clin d'œil à nos amis et confrères de l'UNSFA. Ils tenaient leur congrès il y a quelques semaines à Angers. Le thème était IA pour intelligence architecturale. Ils avaient plusieurs réflexions autour de ce sujet. C'est aussi le nom d'un dossier dans leur revue Passion Architecture qu'on trouvera bientôt en ligne si on n'a pas eu dans sa boîte aux lettres. Donc on voit qu'on réfléchit tous sur ces sujets pour savoir, comme ça a été dit, c'est là, il ne s'agit pas de le contrer, il ne s'agit pas de tomber aveuglément dedans, de se dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient sans se tromper. Et donc l'objectif, c'est d'arriver, à travers entre autres ce webinaire ou les actions que nous avons, de sensibiliser les confrères, d'amener de la réflexion pour nous et pour les autres. Alors ce code de déontologie, nous l'avons relu, on en trouvera bientôt une publication, et puis nous avons relu les articles pour se dire de quelle façon est-ce que l'IA pourrait nous mettre en porte-à-faux par rapport à ses obligations. On nous dit qu'un architecte, ça c'est l'article 3, doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou d'analyser un document contractuel. Ce qui veut dire que si on se contentait de donner des offres d'entreprise à une IA pour dire « dis-moi quelle est le meilleur, que je donne ça à mon maître d'ouvrage », on est complètement en porte-à-faux. Ça a été dit et redit, il faut toujours le dire, ce sont des aides, ce sont des assistants. C'est à nous de faire le boulot, de faire le choix et puis surtout de l'assumer. On nous dit aussi, c'est l'article 5, un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature. On parle ici de signature de complaisance. On évoquait le fait de dire, si on se contente de donner un prompt et que l'IA nous recrache un projet qu'on sorte tel que, on est là aussi en porte-à-faux. Article 7, l'architecte, avant de signer un contrat, doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de contraindre à des choix et des décisions contraires à sa conscience professionnelle. Là, on se dit qu'il faut vérifier si l'IA n'est pas interdite dans les contrats qui nous lient à nos maîtres d'ouvrage, par exemple. On pourrait l'imaginer. Ou en tout cas, on parlait de transparence. Ça, c'est un des points, de demander à ce qu'il soit dit que l'IA est utilisée ici ou là et que nous-mêmes, nous le disions. Un peu comme on voit, cette photo a été retouchée sur la publicité, quand c'est le cas. Au moins, on sait qui on est et d'où on parle. L'article 12 dit que l'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté. On parle d'obligation de transparence, de compétences à avoir sur les sujets. Notamment, ne pas faire
ne pas rendre des missions à des clients sur des domaines sur lesquels on n'est pas compétent, en disant je ne connais rien en thermique ou en économie, en rédaction de CCTP ou en calcul de structure, c'est pas grave, je demande à une IA de calculer, je donne ça à mon client, c'est évident qu'on sera incapable de juger du résultat, donc on risque de tomber dans des pièges absolus, et peut-être qu'on n'a pas toujours conscience de ce risque. Si je demande à une IA ou à un outil de traduire de l'anglais, je pense le parler assez bien pour savoir si la traduction est correcte ou pas. Si je lui demandais de traduire un texte en portugais ou chinois, j'ai aucune chance d'être certain qu'il n'y a pas un contresens majeur quelque part dedans. Il faut donc s'obliger à la transparence dans l'utilisation de l'outil. Il faut respecter ses devoirs envers son maître d'ouvrage et envers ses confrères. L'article 14 du Code de déontologie nous dit que lorsque l'architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute, même malgré nous. Si on interroge l'IA en fournissant des éléments d'un projet, d'un site, d'un contrat, d'une note méthodologique qu'on analyse, on peut se mettre en porte-à-faux parce que toutes ces données peuvent être parties dans la nature. On doit se prémunir contre les risques d'accusation de plagiat. On en a parlé. Vérifier, le plagiat est interdit, article 24. Vérifier que l'IA ne nous donne pas des éléments qui seraient plagiés à partir de données existantes, sans qu'on s'en rende compte. La bonne foi ne suffit pas à réfuter sa responsabilité. Et puis, par exemple, en fait, on pourrait trouver ça sur tous les articles, encadrer l'utilisation de l'IA par les salariés de l'agence. On a aussi évoqué définir des protocoles sérieux avec nos collaborateurs dans les agences, pour dire l'IA est autorisée ou interdite sous telle et telle condition pour qu'il n'y ait pas d'IA malgré nous et que nos collaborateurs auxquels nous demandons de l'aide ne s'appuient pas sans qu'on le sache et sans contrôle sur de l'IA. Pour ceux qui veulent prolonger la réflexion sur le code de déontologie, on peut signaler et conseiller un excellent ouvrage signé de notre consoeur Aude Bélanger, le code de déontologie illustré, sorti il y a quelques semaines, qui permet de revisiter tout ça d'une façon très imagée avec des exemples concrets. C'est beaucoup moins aride qu'on ne le pense. Et puis, se dire que ce code de déontologie, ce n'est pas une contrainte. Il faut que ce soit un levier pour nous, pour mieux travailler, mieux se faire respecter de nos clients. En dérivant à peine, la responsabilité vis-à-vis du travail de nos assistants, dans cette journée avocat-architecte à Nantes, j'avais posé la question à la moitié de la journée pour m'assurer que je réfléchissais bien en me disant, nous, architectes dans nos agences, vous, avocats dans vos cabinets, vous avez des stagiaires, des assistants, des collaborateurs. Au bout du compte, c'est vous qui êtes responsable de ce qu'ils produisent et de ce qu'on produit au sein de l'agence ou du cabinet, grâce notamment au travail de nos assistants. Il est évident que si on a un assistant qu'on n'a pas bien casté, qu'on n'a pas bien choisi, qu'on n'a pas bien contrôlé, dont on ne connaît pas bien les compétences et surtout dont on fournirait le travail sans le relire, sans le vérifier, on risque d'aller au casse-pipe, tout bêtement. On se rassure en disant l'IA n'est qu'un assistant pour nous architectes. Est-ce qu'il en est de même? Est-ce que travailler avec de l'IA nous laisse dans la même position de responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs, de dire c'est nous qui sommes responsables? La réponse était oui, bien sûr. Tu pourras me dire, Amélie, si tu confirmes ce point-là. Si quoi qu'il arrive, nous sommes toujours les responsables. On est là pour ça. Et d'une certaine façon, on est là pour ça. C'est aussi ce qu'on propose. 2 mots sur les outils. Pour voir que les mêmes outils se retrouvent dans des mains différentes. J'avais eu l'occasion, avant l'été, d'échanger avec un ami qui est responsable innovation chez un des majors des promoteurs immobiliers, qui me disait que chez eux, ils utilisaient en interne des outils pour tester les capacités de production de mètres carrés sur une parcelle, faire une étude de capacité qu'il n'ose pas appeler étude de faisabilité, il sait que ça m'aurait froissé. Qu'une fois que ça s'est fait, ils ont d'autres outils qui leur permettent de dessiner des plans d'appartements dans des formes bâties. Et puis peu de temps après, j'avais aussi un échange avec un responsable numérique d'une grande agence parisienne qui utilisait les mêmes outils. Ceci pour dire que ces outils existent. Utilisés dans les mains d'un architecte, tant mieux. Utilisés par d'autres sans les mains, le regard, l'engagement des architectes, je pense qu'il y a un vrai danger. Et puis ça a été dit, attention aux plateformes sur lesquelles nous sommes invités à collaborer, à mettre nos fichiers et documents qui se font fort, dans certains cas, d'alimenter les laboratoires des éditeurs de logiciels contre nous, malgré nous, avec... Ils améliorent leur logiciel avec tous les bons projets qui sont les fichiers que leurs clients mettent sur leur plateforme pour les stocker et collaborer avec elles. Là aussi, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, sans doute pour nous, pour s'assurer que ces données ne sont pas utilisées, ne servent pas à entraîner des modèles sans qu'on ait donné notre accord, voire qu'on ait eu une rémunération sur le sujet.
on peut dire 2 mots, je crois que c'est la slide d'après, sur la formation. En rappelant, nous sommes ici à l'Ordre des architectes, donc on va rappeler que nous devons tous, architectes inscrits à l'Ordre et portant le titre, assurer 3 journées de formation par an, par cycle de 3 ans, donc ça veut dire 9 journées, un peu à notre guise, par période de 3 ans, au moins 2 journées de formation structurée auprès d'organismes, 1 journée de formation complémentaire qui peut être sous des formes légères. Il y a, ça c'est l'article 4 du Code de déontologie qui le rappelle. On voit sur l'illustration le moteur de recherche que nous avons ici. J'ai fait la recherche tout bêtement en cherchant intelligence artificielle et on trouve déjà je crois une centaine de formations qui sont décrites à travers toute la France sur des thématiques très variées qui sont celles qu'on a illustrées ici. Et puis vraiment une idée, ça ressort un peu de ce qu'on a vu en vous écoutant précédemment, pas d'IA sans formation. C'est trop dangereux, trop risqué, trop facile d'une certaine façon d'utiliser des outils, de ne pas comprendre ce qui se passe et puis de risquer de tomber dans des pièges. Lors d'une récente journée qui était la journée Tech Show du Moniteur, qui a remplacé les BIM d'or pour dire que le sujet IA remplace le sujet BIM, le responsable d'innovation d'un des majors de la construction disait, chez nous, on a développé des modules particuliers, nous interdisons à nos collaborateurs de les utiliser s'ils n'ont pas été formés, c'est une formation légère d'une journée et demie, et s'ils n'ont pas réussi avec au moins 8 sur 12 sur les tests que nous leur faisons. Parce que sinon, ils vont utiliser à mauvais escient, ils ne vont pas savoir poser la bonne question, entretenir ce dialogue que tu évoquais, Jean-Pierre, qui est une sorte de maïotique d'aller-retour entre machine et humain, et de passer à côté. Alors, moi aussi, j'avais prévu de parler de Cynthia Fleury, que j'avais eu le plaisir d'entendre. Elle avait cité un roman que j'évoque souvent, qui est Les Furtifs d'Alain Damasio, qui décrit des villes du futur en France, gérées par l'IA, qui sont un vrai cauchemar, une espèce de dictature très très soft. Et je lui demandais comment est-ce qu'on peut éviter ça. Et sa réponse était il faut nous-mêmes avoir ces outils, c'est un peu ce que tu disais Jean-Pierre, il ne s'agit pas de les réfuter, il faut qu'on ait nos propres IA, qu'on les entraîne, qu'elles soient là pour nous aider. Et puis, il faut s'extraire d'un système de surveillance, il faut lutter contre la traçabilité, il faut être léger, frugal, sobre. C'est ses conseils à elle pour utiliser du bon sens l'IA et ne pas tomber dedans. Et puis en citant cette fois-ci un sociologue qui est Hartmut Rosa, qui parle souvent sur l'accélération. Est-ce qu'il faut céder aux injonctions de productivité que nous avons tout le temps? Est-ce qu'il faut toujours faire plus vite, plus fort, plus efficace? Ou est-ce qu'il ne faut pas dire laissons-nous le temps d'attendre? Et puis avant de venir à quelques conseils glanés auprès de nos partenaires, se dire, avec l'IA comme sur beaucoup d'autres outils, ça nous oblige à nous poser la question, nous architectes, vous avocats et des tas d'autres, quels sont nos rôles, quels sont nos métiers? Quelles sont nos prérogatives? J'évoquais l'utilisation de nos outils par des gens qui ne sont pas architectes. Comment affirmer, notamment à nos clients, que nous sommes incontournables, que nous avons un rôle particulier, que nous ne sommes pas remplaçables. Il faut vraiment qu'on sache dire et redire qui nous sommes. J'aime bien rebondir sur des choses d'actualité très, très récentes. J'ai reçu ce matin un mail d'un des... Alors non pas architecte, il n'est pas inscrit à l'ordre, mais un formateur spécialiste des architectes et... qui a monté des... Non, ça n'y est pas, tant pis. On va le faire en direct. Qui a monté des formations sur l'IA pour les architectes, qui sont quelques-uns sur la piste que vous pourrez retrouver aisément, qui donnait, c'est Sébastien Lucas, de la structure Futurarchi. Donc, je cite les sources, je n'ai pas accaparé le travail de quelqu'un d'autre. Les 7 secrets des agences qui exploitent vraiment la puissance de l'IA. Elles acceptent de changer leur méthode. Il ne faut pas se dire qu'on va rester tel qu'eux. C'est vrai pour beaucoup d'outils numériques. Elles ont une vision globale. Ce n'est pas seulement ponctuel, mais c'est une vision globale sur ces façons de travailler. Elles commencent avec des cas petits mais concrets. Ne pas chercher à tout chambouler, à tout faire. Aller petit à petit pour maîtriser des choses qu'on connaît, puis aller sur un peu plus de difficultés. Elles ont un budget pour ça, que ce soit un budget d'acheter des outils ou simplement d'y consacrer du temps. Elles testent en continu, les outils évoluent très vite, il ne faut pas s'arrêter à des choses qu'on a pu voir. Elles pensent en système réutilisable, capitaliser sur ce qu'on fait pour que ça puisse servir sur les différents projets de l'agence. Elles guident l'IA et ne sont pas guidées par elle. Ça, c'est vraiment le mot de la fin sans doute. C'est nous qui devons être maîtres de la machine, de ce qu'on en fait, de ce qu'on en sort, de ce qu'on en dit, et ne pas se laisser embarquer. Et le meilleur moyen de ne pas se laisser embarquer, c'est d'être formé et compétent. Merci Olivier. Donc, on reste sur une attitude responsable et les sachants, c'est nous, c'est les professionnels. Donc, sans un vrai discours, il n'y a pas de résultat positif ou intéressant et même on se met en danger.
Donc ça n'exclut pas la pratique. On a beaucoup maintenant c'est le temps des questions, et on a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont des questions très opérationnelles, finalement des confrères qui cherchent de l'efficacité tout de suite dans l'usage et dans la pratique métier. Donc je vais me retourner vers Steven. Quels sont les outils que tu as présentés? Est-ce que tu peux donner une liste exhaustive des logiciels et de là où on va trouver des réponses? Oui, alors ce qui a été dit, c'est que ça change très vite. Donc, je peux vous donner à l'heure actuelle, ça ne sera peut-être pas le cas dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, restez curieux par rapport à ça. Pour l'instant, il y a sur les images, le premier, c'était Midjourney, qui reste un petit peu la référence sur tout ce qui est création artistique, donc beaucoup utilisé chez les graphistes et tous les gens qui font de l'image. Avec un côté voilà, très artistique, par contre, plutôt à utiliser dans les phases amont, puisque on n'est pas sur une géométrie exacte si par exemple on lui donne un croquis ou une 3D. Le deuxième, c'est donc l'outil de Google qui s'appelle Nano Banana. Là, c'est l'inverse, et il y en a d'autres comme ça. Qui là, eux, ont un respect total de la géométrie des éléments qu'on peut leur donner, donc c'est utile pour les architectes. Par contre, on ne va pas retrouver ce côté création d'idées qu'on peut, comme ça a été dit, création de références ou voilà, d'aide sur des phases vraiment en amont. Donc voilà, Midjourney, Nano Banana sur les deux exemples. Merci. Après, il y avait une question aussi qui était venue au départ, mais qui est assez intéressante. Je vais me tourner vers Jean-Pierre. Au niveau des pièces écrites, est-il intéressant et intelligent d'aller demander des analyses de PLU ou la rédaction de CCTP à une intelligence artificielle? Alors c'est toujours très intéressant, mais encore une fois, il faut toujours avoir en tête que l'IA se trompe. Et donc, ça nécessite une lecture critique des réponses qui nous sont faites, et notamment de probablement avoir déjà parcouru soi-même le PLU pour en détecter les grandes lignes, les articles qui sont prépondérants sur l'acte de construire, qui vont déterminer les gabarits enveloppes, sur voie publique, sur limites séparatives, etc., sur tous les enjeux cruciaux du projet, de façon à pouvoir identifier très rapidement les erreurs potentielles qui auraient pu être faites. Donc ça, c'est assez fondamental. Ensuite, sur les pièces écrites, pour le coup, je pense qu'il est quand même très très dangereux effectivement, comme Olivier le rappelait, de faire confiance sur des compétences métiers entières qui ne sont pas intégrées dans les agences à une IA. C'est une irresponsabilité totale. Donc voilà, travaillons avec des gens compétents. Et je pense que pour ce qui est de l'IA, voilà, gardons le contrôle, c'est l'essentiel. Merci. J'ai une question pour Amélie. Lorsque l'on rajoute du mobilier ou qu'on va travailler avec des créations d'autres, là que l'on parle de Maisons du Monde, d'IKEA, de fabricants, etc. Donc, quelles limites y a-t-il à intégrer dans ces projets des éléments appartenant à d'autres? Alors, le mobilier, normalement, ce n'est pas le sujet principal de l'image, de la photographie. Il est là pour venir un petit peu agrémenter comme on l'a vu. Donc, en principe, mais c'est le « en principe » qui est un peu flou. En principe, dès lors que le mobilier apparaît à titre accessoire, on peut le représenter sans problème. Mais la jurisprudence, elle n'est pas si nette que ça. Il y a aussi là des zones d'ombre. Il faut déjà aussi faire la différence entre il y a du mobilier qui est protégé parce que original, et il y a du mobilier qui n'est pas protégé par la propriété intellectuelle. Moi, mon conseil, c'est que dans les prompts, on ne fasse pas référence à des marques, on ne fasse pas référence, on dise qu'on ne veut pas de mobilier de designer et qu'on ne veuille pas de mobilier de marque particulière,
pour qu'on puisse sécuriser au maximum les risques de revendication de telle ou telle marque. Et si ce mobilier est de l'ordre de la prescription, que c'est quelque chose de voulu, ça s'assume pleinement ? Du maître d'ouvrage ? C'est-à-dire, je suis concepteur en aménagement et je choisis de travailler avec tel ou tel fabricant et je le demande dans le prompt. Je vous propose d'utiliser telle gamme de mobilier. Dans la relation et dans les rendus avec le maître d'ouvrage, on va le faire, mais pour tout ce qui est une publication à plus large portée sur les sites Internet, moi je recommande de la prudence. Merci. Donc, ça c'est une question assez simple. Y a-t-il un replay ? Oui, il y a un replay. La semaine prochaine dans la newsletter Hebdo et puis sur le site de l'Ordre. Vous retrouvez d'ailleurs tous les replays de nos webinaires jusqu'à maintenant. Alors, nouvelle question. Pourrait-on considérer qu'une série de prompts et d'itérations réalisées par l'architecte sur un projet généré par l'IA soit reconnue comme une œuvre originale de l'esprit ? Qui s'y colle ? Amélie ? Je commence. Alors, sur le principe, oui, c'est possible, parce que pour que ce soit protégé par le droit d'auteur, il nous faut simplement une œuvre de l'esprit originale et formalisée. Donc, l'œuvre de l'esprit, l'esprit, il sera là. Maintenant, tout consiste à savoir s'il y aura une originalité dans ces prompts et démontrer l'originalité. L'originalité en droit d'auteur, c'est selon la formule consacrée, l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, mais si on arrive à démontrer que dans les prompts, dans les itérations, il y a justement une originalité et ce n'est pas simplement la traduction de directives du programme, en tout cas, rien ne s'y oppose. Mais il faut réunir ces conditions. Justement, en cas de litige, comment prouve-t-on l'antériorité de ces prompts ? Faut-il les sauvegarder ? Sont-ils conservés dans le moteur que l'on utilise ? Alors, s'ils sont conservés dans le moteur, moi, techniquement, j'en sais rien. Mais pareil, là, la recommandation, c'est effectivement de sauvegarder ces prompts pour en conserver la trace. Tu parlais de traçabilité, mais dans un sens opposé. Là, effectivement, c'est important, dans un souci de transparence et dans cette obligation même de transparence, de conserver la trace de ces prompts et de ces interactions avec l'IA. Mais ça n'empêche pas d'analyser les résultats, même si on a un prompt qui est original. Je pourrais citer l'échange avec un confrère qui utilisait un outil de génération de plans et qui me disait, au bout d'un moment, une fois, j'ai vu sortir des plans plus précis que d'habitude, dans lesquels j'ai reconnu les plans d'une autre agence qui fait justement partie des quelques pionniers qui utilisent cet outil-là. Avoir posé la bonne question ne veut pas dire que si la réponse est erronée ou si la réponse est un plagiat, on en sortira indemne. Donc c'est toujours avoir ce bagage de connaissances et de vérification. De contrôle, tout à fait. Très bien, j'ai une question pour Steven. As-tu connaissance ou utilises-tu l'IA pour des prospectives commerciales ou de la relation client ou pour une gestion client ? C'est une bonne question. Quand on est architecte, on fait beaucoup de choses, et de l'administratif et de la communication. Et c'est des outils, typiquement, qui permettent de faire plus de choses en dehors de notre cœur de métier de l'architecture, notamment peut-être plus communiquer, faire un site internet, pour pouvoir faire des posts sur les réseaux sociaux plus réguliers, ce genre de choses. Donc, il faut d'abord cibler qu'est-ce qu'on entend comme démarchage ou communication, mais ça peut être des outils très efficaces pour justement améliorer la communication qui, dans les agences, peuvent prendre du temps et qui ne sont pas le cœur de notre métier. Alors, tu vas garder la main, mais peut-être que Jean-Pierre aura aussi des choses à rajouter. Peux-tu nous donner un exemple de prompt pour une image ? Alors, il y a deux... Là, on l'a vu sur l'image sur la terrasse. Sur les nouveaux modèles, on peut leur parler en français et de manière très naturelle. Donc là, je ne l'ai plus de tête, mais c'était peux-tu embellir cette photo de chantier en vue d'une communication en rajoutant du mobilier sur la terrasse. C'est vraiment aussi simple que ça. Sur Midjourney, il préfère qu'on lui parle en anglais. Et là, il y a des paramètres, des choses comme ça. Donc,
effectivement, comme ça a été dit, ça mérite une formation. Donc ça dépend des outils. Sur tout ce qui est texte, on peut leur parler en français sans aucun souci. Sur certains logiciels d'image, ils préfèrent encore l'anglais avec, par exemple, les mots au début de la phrase ont plus de poids que ceux à la fin de la phrase. Donc voilà, il y a des petites choses à savoir. Mais ce qui est fort avec ces nouveaux outils, notamment celui de Google, c'est que là, on peut lui parler en français. Et de manière très simple, je veux modifier telle et telle chose dans cette image. C'est un dialogue, comme tu disais. Est-ce que tu as quelque Oui, chose à rajouter? j'ai un exemple en tête. Tu me demandais un exemple de prompt. J'ai plutôt l'exemple d'un dialogue sur un projet où on s'est retrouvé dans une situation assez curieuse où, en définitive, nous étions guidés dans la réponse à apporter au projet par rapport à la volonté d'un maire, d'un élu municipal ou de l'adjoint à l'urbanisme, et qui nous posait problème parce que elle associait des images architecturales et des contextes architecturaux qui nous paraissaient totalement aux antipodes. Et donc, déconcerté et dans l'incapacité de pouvoir raccrocher ces éléments, on a posé la question donc dans différents logiciels, et notamment une application qu'on aime bien qui s'appelle Rêve, qui produit des images assez réalistes, en lui posant les termes de cette polarité, cette bipolarité. Ouais. Et il a commencé à nous générer des images qui étaient toutes plus stupides les unes que les autres, c'était des bâtiments chimères, en quelque sorte, mais qui, avec une lecture distante et critique, ont commencé à nous laisser imaginer ce qu'il pouvait y avoir comme réponse possible à cette question-là. Et donc, véritablement, j'ai trouvé le dialogue intéressant parce qu'on était dans un moment de découragement total face à la question posée. Et il y avait quelque chose de presque surréaliste dans cette réponse, une espèce de cadavre exquis comme ça. Voilà. Mais ça nous a permis de rebondir et de remodéliser, et de se réapproprier des éléments qui émergeaient, mais des éléments non pas formels, mais des éléments beaucoup plus conceptuels sur l'approche du projet. Merci. On va s'approcher de la fin. Donc, rapidement, sur le vif, je vais vous demander à chacun de synthétiser en une phrase ce que l'on doit retenir. Steven. Rester curieux face à ces outils, tester, et en ayant conscience aussi des implications que ça peut avoir par rapport au poids carbone ou à la confidentialité. Amélie. Avoir une utilisation responsable de l'outil pour que ce soit sécurisé. Jean-Pierre. Développer un esprit critique par rapport à l'outil, se former et surtout partager. Olivier. Utiliser les outils sans crainte, mais avec discernement, on l'a dit, avec formation, et toujours se poser la question de savoir comment exprimer notre valeur ajoutée, qu'il s'agisse de se positionner comme auteur ou surtout comme architecte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte de plus grâce à l'outil qu'il n'y aurait pas si d'autres se contentaient d'utiliser cet outil sans la culture que nous avons et que nous sommes là pour développer et communiquer. Très bien. Il y a un petit sujet que l'on a oublié, qui est important de rappeler, de sensibiliser, c'est que derrière Guilla, il y a des milliers de serveurs, il y a des milliers d'écrans ouverts avec des gens qui font du référencement, et que tout ça n'est pas sans empreinte carbone. Et c'est bien d'avoir les outils de notre temps, mais c'est aussi bien d'en mesurer l'impact et de savoir pourquoi et comment on fait les choses. On se retrouve le mois prochain, le 9 décembre, pour un webinaire sur la gestion du risque. En attendant, merci à tous. Merci. Et bonsoir.